qui ici pense que la cuisine martiniquaise, elle a des atouts et elle mérite d'être reconnue? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Et du coup, qui ici pense que c'est le cas, qu'elle est reconnue aujourd'hui de manière effective? Ok. Le résultat du sondage, du mini-sondage, ne me surprend pas, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on parle aussi bien à la société civile qu'aux professionnels. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une fierté de la gastronomie qui est riche, etc. Et de l'autre, une certaine frustration. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer d'approfondir sur le sujet en parlant du lien entre tourisme et gastronomie. C'est un sujet qui, bien souvent, s'appuie sur beaucoup d'affects, alors que ce soir, on va essayer de s'appuyer sur des éléments factuels pour ça. C'est moi ou il y a un écho? Il y a un écho. Okay. Il n'est pas de mon fait, mais est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante et me montrer comment faire, surtout? Ok. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Madeleine Chenin-King. Je dirige la société Majorine. On fait pas mal de conseils. Et on a eu je ne sais pas si c'est la chance, c'est beaucoup de travail, l'opportunité de travailler avec pas mal d'entreprises assez reconnues, mais aussi d'institutions. Et ce soir, ce dont on va parler, de la gastronomie et du tourisme, c'est le fruit de recherche qu'on a fait pour le ministère de l'Outre-mer, qui voulait savoir dans quelle mesure la cuisine pouvait être un levier de développement touristique. Je ne vais pas trop m'éloigner. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un état des lieux rapide, donc histoire de ne pas vous endormir, de vous montrer aussi des bonnes pratiques qui ont été repérées ailleurs en matière de tourisme culinaire, et aussi de vous faire des pistes d'amélioration, histoire qu'on ne reste pas juste que dans la critique, qu'elle soit positive ou négative. Avant, on va se mettre d'accord sur ce qu'est la gastronomie. Je vous propose cette définition qui est que la gastronomie, c'est l'ensemble des produits, plats, recettes, ingrédients, techniques de production et de cuisson, ustensiles et habitudes alimentaires qui caractérisent un territoire. Et ça relève à la fois du matériel et de l'immatériel. Est-ce que la définition vous va ou pas? Déjà, ça va, il n'y a pas de trop grandes objections. Donc le cadre, on continue à le poser. Selon vous, le tourisme culinaire, de quoi il s'agit? Ne vous battez pas pour répondre, hein, surtout. Allez-y. Alors allez-y, vous allez devoir crier. C'est pas grave, je parlerai fort. Je pense que c'est permettre de... Je pense que c'est le fait de reconnaître en fait une diversité culturelle à partir de plats, de produits, de techniques de préparation. Tout en sachant qu'ici en Martinique, on a quand même beaucoup d'influences caribéennes, donc européennes, des Indiens, des Chinois, de la Caraïbe, etc. Et tout ce mélange-là crée aussi une identité culturelle et culinaire. D'accord. Quelqu'un d'autre a une définition? Non? Ok. Alors, faut savoir que tous les touristes, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils se rendent dans une destination, ils mangent et ils boivent. Ça relève d'un besoin physionomique, si je puis dire. En revanche, tous ne sont pas des touristes culinaires, parce qu'on parle de tourisme culinaire quand la découverte du territoire à travers sa gastronomie, c'est quelque chose, c'est un facteur de motivation ou de déclencheur du séjour. C'est-à-dire que si vous êtes en Martinique et que vous vous laissez tenter par la visite de quelque chose, par des plats à découvrir, etc., un restaurant, vous allez vous consommer. Et ça, c'est déjà très bien. Mais on est là dans le domaine de l'opportunité, de l'occasionnel. Le tourisme culinaire, c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que le touriste choisit une destination, soit parce qu'il a entendu parler de la destination et de ses plats, soit parce qu'il veut découvrir sa cuisine. Donc, on n'est pas du tout au même niveau. Et finalement, le niveau du choix délibéré, c'est un peu le Graal. C'est le truc ultime qu'il faut atteindre. On parle aussi, alors je dis tourisme culinaire, on parle aussi de tourisme gourmand, c'est la même chose. On parle de tourisme gourmet aussi. Et là, le tourisme gourmet, on entend généralement plutôt les personnes qui choisissent leur séjour en fonction de restaurants étoilés. Donc là, on est plutôt sur un séjour où on va goûter chez des chefs étoilés dans une logique un peu
de lieux d'exception et de lieux d'excellence. Puis on a évidemment le volet agritourisme, où on est plus là dans une logique de tourisme rural. Est-ce que ça vous paraît clair jusqu'à présent? Oui, s'écria la foule. Le tourisme, le lien finalement entre gastronomie et tourisme, c'est pas du tout récent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression qu'on en parle maintenant, mais pas du tout. En réalité, on s'est rendu compte que la compétition touristique était de plus en plus concurrentielle et que la gastronomie pouvait être un levier de différenciation, de diversification d'images. Mais c'est aussi une porte d'entrée culturelle. C'est-à-dire que si vous apprenez à quelqu'un à cuisiner une recette, vous pouvez lui enseigner aussi l'histoire du plat, l'histoire du territoire, donc il y a un volet politique, l'immigration, etc. On a également évidemment des retombées économiques, puisque les touristes culinaires dépensent plus, selon les études qui sont menées. Il y a une capacité aussi à irriguer le territoire, puisque vous mobilisez des producteurs, des artisans, des restaurateurs, etc. Donc ça compte. Et puis, ce qu'on oublie bien souvent, je pense, c'est que la gastronomie, c'est un outil de soft power, de diplomatie. Quand un chef d'État reçoit d'autres chefs d'État et qui présente les plats de son territoire, clairement, c'est pour montrer son influence. La gastronomie française rayonne et permet à la France de rayonner parce qu'elle est reconnue, etc. Je fais beaucoup d'allers-retours, dis donc. Je propose de m'arrêter un moment sur les touristes de séjour, puisque c'est eux qui sont visés. Les croisiéristes, finalement, ils sont rarement des touristes culinaires. Donc, ce sont peut-être... Ah, tiens, ça a sauté. Ce sont peut-être des chiffres que vous n'avez pas. Mais en gros, la durée de séjour moyenne en Martinique est de 11 jours. Donc, ça veut dire que quand un touriste, il prépare son séjour, il faut que ça tienne en 11 jours et il faut lui donner des activités qui tiennent aussi sur ce délai. Donc, finalement, c'est assez rapide. 11 jours, ça va assez vite. On est sur un revenu mensuel du ménage qui va de 2100 à 6100 euros. Malheureusement, la version de PowerPoint ne s'adapte pas. Donc, un revenu mensuel moyen, parce que ce sont des personnes qui sont plutôt à l'aise, si je puis dire. 24% se disent intéressés par des bars et des restaurants de qualité, selon l'enquête du CNP. Par contre, aujourd'hui, alors j'ai l'impression que ma voix tremble, mais ce n'est pas du tout moi, hein, je vous le dis tout net. Je vais très bien, ce n'est pas moi. La majorité des touristes qui viennent en Martinique se disent intéressés avant tout par un tourisme balnéaire. Donc c'est avant tout l'environnement qui les motive. Telle Beyoncé, je m'en vais. Évidemment, la concurrence, elle est féroce. Et je pense que la Martinique et les Martiniquais, vous, moi, on a tout intérêt à se débarrasser de deux discours. Le premier discours, c'est un discours qui consiste à dire on a le potentiel. On a le potentiel. On a le potentiel, on a des atouts, on a du potentiel. Sauf que dans une compétition, si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, on n'a jamais gagné une compétition seulement avec du potentiel. Ça n'existe pas. On travaille et puis on a des résultats. Donc le discours sur le potentiel, je pense qu'il faut en finir et passer à un discours beaucoup plus effectif. Et la deuxième chose, c'est un discours qu'on entend régulièrement, peut-être pas auprès de la population, mais en tout cas des autorités, si on a dans la salle hello. C'est un discours selon lequel la Martinique aurait une culture supérieure à celle d'autres ou bien une gastronomie supérieure. Personne n'a le monopole du bon goût. Personne n'a le monopole des plats savoureux. Donc il faut arrêter avec ça. Et vous le voyez, dans la Caraïbe même, on a d'autres territoires qui se positionnent sur ça. Donc clairement, ce sont des ambitions que d'autres ont. C'est très étrange d'entendre ma voix. Du coup, sur quel levier agir? Ce que je vous propose, pour parler de tourisme culinaire, dans le vif du sujet, c'est de tenter d'établir un portrait gastronomique de la Martinique. Et donc, pour ça, l'idée, c'est de voir, du coup, comment la gastronomie, elle est liée à d'autres secteurs d'activité, évidemment, mais aussi de pouvoir évaluer où est-ce qu'on se situe sur chacun de ces sujets-là. Donc, tout ce qui relève de l'héritage, de la restauration avec différents critères, des expériences qui sont proposées sur place, des animations, donc de l'événementiel, des talents et puis des produits. Et avec tout ça, on est en mesure de pouvoir dire, voilà à quoi ressemble la Martinique d'un point de vue culinaire et voilà à quoi ressemble finalement un peu sa
sa personnalité. Le premier point, et je vais insister un peu sur ça, c'est qu'en 1992, donc la France a lancé tout un travail qui consistait à répertorier finalement le patrimoine culinaire. Donc c'était une collection, l'inventaire du patrimoine culinaire de la France. Il y a 22 ouvrages qui sont sortis, différents territoires, etc. Il y en a eu un sur la Martinique. Et c'est pas anodin, parce qu'une démarche qui consiste à compiler et à collecter le patrimoine culinaire, ça a du sens parce que l'histoire finalement donne de l'épaisseur à une identité culinaire. Or, dans le cas de la Martinique, pour le moment, on en est encore essentiellement à des livres de recettes. On a très peu, on n'est pas encore en mesure de dire voilà tous les produits, voilà toutes les recettes, voilà les personnalités emblématiques, voilà les grandes dates, etc. Donc ça manque. On n'a pas ce travail finalement presque scientifique autour de la gastronomie. Heureusement, avec le web, avec les blogs, avec les chaînes, ça se démocratise, mais on est encore bien loin de ce qu'on peut faire. Et à ce sujet, je vous ai pris 2 exemples pour vous montrer que ce n'est pas propre à la Martinique. En Suisse, par exemple, ils ont lancé une démarche similaire qui a consisté à recenser tous les produits qui font le patrimoine culinaire du territoire. Ensuite, en région centre, ils ont fait également une démarche comme ça. Et je vous dis, c'est vraiment fondamental, parce que sinon, comment vous êtes en mesure de pouvoir apprendre aux gens et transmettre aux gens les rituels, les techniques de production, les ustensiles, etc. Donc, c'est vraiment capital. Et dans le cas de la Martinique, j'ai envie de dire que la cuisine, elle est assez récente de ce point de vue-là. Alors, du coup, j'aime bien faire des sondages. Comment est-ce que vous évaluez l'offre de restauration en Martinique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il y a de bons restaurants? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que quoi? C'est décevant? Pourquoi, du coup? On peut avoir une recommandation à tel restaurant est pas mal, ça vaut la peine d'y aller. Et quand on y va, en fait, le prix est conséquent, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Ok, donc décevant, quoi d'autre? Pas assez varié. Pas assez varié, donc manque de variété, ok. C'est tout? Pas d'autres avis sur Vous n'allez pas au restaurant, en fait, vous n'avez pas d'avis. Et pas connu, c'est-à-dire que les restaurants ne sont pas connus ou... C'est souvent un peu de bouche à oreille. De temps en temps, je regarde sur Facebook, est-ce qu'il n'y en a pas un qui ressort, mais si un soir je me promène et que je me dis, tiens, où est-ce que je pourrais aller manger? Je ne sais pas vraiment. D'accord. Alors du coup, pour évaluer l'offre de restauration, puisqu'on sait que les restaurants, sont quand même, c'est une étape incontournable pour les touristes, quand ils viennent, les restaurateurs sont vraiment un élément fondamental. Nous, on s'est appuyé sur 4 critères qui ont l'avantage d'être très factuels. Donc, on n'est pas dans le ressenti, on est sur quelque chose qui peut être chiffré et de manière assez factuelle. La première chose, c'est la densité, c'est-à-dire la répartition territoriale des restaurants sur l'île. La deuxième chose, c'est la variété, donc avec le type d'établissement, les cartes, les emplacements. Est-ce qu'on a des cartes qui se renouvellent régulièrement? En termes d'emplacement, est-ce qu'on a parlé les restaurants de plage, est-ce qu'on a autre chose? En termes de temporalité aussi, est-ce qu'ils varient? Est-ce qu'on a des restaurants éphémères, des pop-up, des restaurants récurrents, des choses comme ça? Le troisième critère, c'est celui de la qualité, qui se traduit à la fois dans le choix des produits, avec des circuits courts, on travaille avec des producteurs du terroir, des labels, et puis la satisfaction client. Et le quatrième critère, c'est tout ce qui relève du prestige, donc les guides, les classements, etc. Et du coup, je vous propose de passer tout ça en revue très rapidement, sans non plus trop m'apitoyer sur mon sort, quoi. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la CCI de Martinique de me donner le nombre de restaurants sur l'île. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 typologies de restaurants, les restaurants traditionnels et les restaurants rapides. Les restaurants traditionnels sont ceux qui proposent un service à table. J'ai laissé de côté les rapides, je me suis focalisée sur les traditionnels. Mais ce qui est intéressant quand même en Martinique, c'est qu'en fait, il y a plus de restaurants rapides que de restaurants traditionnels. Déjà, pour commencer, ça vous donne le cadre. Ensuite, vous voyez bien, il y a une grosse concentration sur Fort-de-France. Et pour autant, je suis quasiment certaine que si je vous demande de me citer 10 à 20 restaurants sur Fort-de-France, vous en seriez bien incapable.
Évidemment, le Lamentin, parce qu'on est sur des zones d'activité économique. Et puis le reste, finalement, ça ressemble plus à la répartition de l'activité économique et des flux touristiques en Martinique, c'est-à-dire que tout est concentré, beaucoup de choses sont concentrées dans le sud Caraïbes, un peu le sud Atlantique, parce que c'est là où les touristes vont aussi. Et puis dans le nord, disons que c'est compliqué de manger à Basse-Pointe. On va dire ça comme ça. Disons qu'il vaut mieux ne pas avoir faim à Basse-Pointe. Et je ne parle pas de... le marigot, et c'est chaud le marigot quand même. Hein, enfin, c'est bon, chacun sa croix. Du coup, cette répartition, elle permet aussi de voir, et ça, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est qu'en Martinique, il y a très peu finalement de restaurants emblématiques. Et quand je parle de restaurants emblématiques, je parle de restaurants qui ont une capacité à drainer de la fréquentation touristique, qui ont une capacité à faire parler d'eux au-delà des limites de la ville, et qui constituent finalement une attraction touristique. On en a très peu en Martinique. On peut en citer, mais voilà. Hop. Donc sur la densité, on est bon. Ensuite, pour parler des labels, attendez. Donc en fait, sur tout ce qui relève de la qualité, plutôt que de dire voilà tel restaurant est bon, tel restaurant n'est pas bon, etc., on s'est appuyé sur les labels. Le premier, c'est le label Maître Restaurateur. En fait, c'est un label d'État qui est délivré par la préfecture et qui garantit une cuisine fait maison. Donc ça veut dire que ce que vous avez dans votre plat, normalement, c'est pas un truc surgelé qui vient de Pétaouchnok, etc. Et quand vous regardez, clairement, donc ça c'est l'association française des maîtres restaurateurs qui m'a donné ces chiffres-là. On voit que la Réunion est en tête, avec un peu plus de 30, je crois qu'ils ont 35 ou 38 maîtres restaurateurs. Alors Saint-Barth, vous me direz, ils sont loin derrière, mais la Martinique, vous voyez, on en a moins de 10. Donc ça, alors, il faut savoir que les labels ne définissent pas évidemment si une cuisine est de qualité ou pas, ça vient juste servir de caution, mais ça relève surtout aussi, il faut le savoir, d'une démarche volontaire. Donc soit il y a deux choses, soit les restaurateurs en Martinique se disent que de toute façon, la cuisine est tellement bonne qu'ils n'ont pas besoin de label, ça peut être une option, soit, je ne sais pas trop la deuxième option, hein, mais en tout cas, on a clairement un manque de restaurants labellisés distingués. Deuxième label, la qualité tourisme. Donc là, on est sur un label qui évalue surtout l'accueil et les prestations. Donc on n'est pas sur ce qu'on vous sert, mais on est sur l'environnement, sur les services, etc. Est-ce que c'est propre et autres. Et vous le voyez, la Réunion, là encore, a plus de 25 restaurants labellisés, qualité tourisme. Alors la Guadeloupe, eux, ils sont totalement largués. Mais en Martinique, on est à moins d'une dizaine. Donc, si vous avez des touristes qui attachent une importance particulière à la qualité des plats ou à la qualité du service qui est proposé, disons que ce ne sont pas les labels qui vont leur permettre de se repérer dans cette jungle-là. Quatrième point, si vous vous souvenez, le prestige avec les récompenses, puisque mine de rien, on a d'une certaine façon, et c'est horrible à dire, hein, mais les restaurants étoilés ou avec des chefs stars, etc., servent un peu de gage d'excellence de la destination gourmande. C'est-à-dire que, peut-être pas ici, mais en tout cas dans d'autres territoires, plus vous avez de chefs étoilés, plus on considère que ça y est, vous êtes les boss de la gastronomie. En Martinique, ce n'est pas le cas, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le guide Michelin refuse de venir dans les territoires d'outre-mer, malgré sollicitations. On a le guide Goemio, donc tant mieux, mais du coup, on a une reconnaissance nationale qui est très limitée. Notre restauration a une reconnaissance nationale qui est très limitée sur la scène française, même si on a quelques prix, puisqu'on a fait partie des meilleures destinations culinaires de la Caraïbe, selon USA Today en 2016. Évidemment, tout ça a des conséquences. C'est-à-dire que décrire une situation, c'est une chose, mais ça veut dire aussi que pour le touriste, quand il vient en Martinique, il se retrouve aussi peut-être face à tout ça. Des restaurants peu labellisés, une cuisine qui n'est pas certifiée maison, manque de prestige et de notoriété, donc ça pèse un peu. Enfin, la satisfaction. Donc là, je m'appuie sur les chiffres du comité martiniquais du tourisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, je vous ai dit que 24% des touristes qui viennent en Martinique se disent intéressés par des bars et restaurants de qualité. C'était ça le truc. Sauf que, en 2017,
les touristes interrogés jugeaient que la restauration sur l'île était moyenne. Mais j'ai envie de dire, l'avantage, c'est qu'au moins, on est dans un continuum. C'est-à-dire que c'était déjà le cas en 2014. En revanche, sur le prix des repas et des boissons, on est passé de pas satisfait à moyen. Donc, il y a eu une légère amélioration. Donc, ça aussi, ce sont des leviers sur lesquels il faudrait peut-être agir. Est-ce que ça va jusque-là ou pas? Selon vous, combien y a-t-il d'événements, de manifestations, d'animations liées à la gastronomie, à la cuisine en Martinique? Attendez, on va faire un sondage parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Entre 0 et 5 par an. Okay. Entre 6 et 15. Entre 20 et 40. Ok, entre 20 et 40 personnes et plus de 40 personnes. Alors, ça peut vous surprendre, et moi-même, ça m'a surprise quand j'ai commencé à cataloguer tout ça, parce qu'en vrai, on a plein d'événements liés à la gastronomie. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, c'est parce que j'avais plus de place, donc il fallait, voilà. Donc, vous avez Banane en fête. Alors, on a beaucoup de manifestations thématiques, c'est-à-dire autour des produits, la fête du lambi, la fête du fruit à pain, la fête de je sais pas quoi. Donc, Banane en fête. Le crabe d'or, la fête du lambi, la fête du poisson, la fête du rhum. On a le Caribbean Profitable Art, donc ça c'est plus récent, c'est un festival, enfin, c'est plutôt une compétition plutôt. On a des foires agricoles, on a le Martinique Chef Festival, on a Madine Expo, on a le Mai des Mai, honnêtement on a pas mal de choses. Le souci c'est qu'en fait on n'a pas du tout de lisibilité sur ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calendrier unique qui permet de tout centraliser, de tout voir d'un seul coup d'œil. Et vous n'étiez même pas au courant, donc voilà. Et puis, surtout, ce sont des événements aussi qui peinent aussi à se faire connaître à l'extérieur. Si déjà, localement, on galère, je vous laisse imaginer pour les touristes à quel point c'est compliqué. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il n'y a pas d'événement locomotive, au sens où il n'y a pas un événement qui fait parler de lui et qui est capable de drainer une fréquentation massive, il n'y a même un impact médiatique. Disons que la Martinique ne dépend clairement d'aucun événement culinaire aujourd'hui pour gagner de l'argent. Pour dire les choses. Ce qu'on constate, c'est que bien souvent, ces événements sont portés par des petites associations ou des institutions. Donc, ça veut dire qu'en termes de financement, c'est compliqué. En termes de pérennité, je ne vous en parle même pas. Quoique, notez quand même que la foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote a plus de 20 ans. Il y a quand même 20 000 personnes qui se déplacent. Hein. Donc, c'est pas négligeable. Donc, comme je vous disais, on est sur un modèle économique qui est très fragile, sur un manque clair de lisibilité. Ces événements-là, je ne sais même pas s'ils sont répertoriés par les tour opérateurs ou les agences réceptives ou quoi que ce soit. Donc, clairement, ces événements-là ne sont pas des déclencheurs de voyage. Les touristes ne viennent pas en se disant « Oh là là, il faut que je participe au Mai des Mai ». Ça, clairement, non. Donc, il y a une mise en tourisme qui est assez difficile. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'événements B2B non plus, c'est-à-dire pour les professionnels. On est surtout sur des événements assez grand public. Du coup, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir ce qui se faisait ailleurs. Donc, avec 2 cas. Le premier, c'est le Saint-Barth Gourmet Festival, qui est organisé à Saint-Barth chaque année depuis 5 ans. Et clairement, en fait, l'idée, c'est qu'ils font venir des chefs étoilés sur l'île pour cuisiner. Clairement. On est clairement dans l'ADN de Saint-Barth. Excellence, tradition française, haut de gamme, premium, etc. Donc, en termes de positionnement, ça fait sens. On a une médiatisation nationale et internationale. Ça sort dans tous les supports, Vanity Fair, Madame Figaro, etc., comme l'événement de pas rater. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, et pourtant c'est Saint-Barth quand même, pour les restaurants qui souhaitent accueillir des chefs, ils ont une charte à respecter. C'est-à-dire que c'est pas, il suffit pas d'avoir un snack au bord de la plage pour pouvoir dire « Ah, ben le chef va venir cuisiner pour moi ». Donc ça, de ce niveau-là, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Puis je vous ai pris l'exemple aussi d'une foire qui se tient au Pérou, qui a fêté son 10e anniversaire. C'est une foire, c'est intéressant parce qu'elle a été lancée à l'initiative d'un chef qui est emblématique au Pérou, Gaston Acurio, et qui s'est dit, bon, il a réuni tous ces autres petits copains-là, chefs, producteurs, etc. Il s'est dit, on va créer un événement gastronomique au Pérou. Résultat, 10 ans plus tard, la foire attire 300 000 visiteurs, dont 10%, donc 30 000 personnes, qui viennent spécifiquement pour l'événement. Donc c'est déjà pas mal.
Et la foire se tient sur plusieurs hectares. Hein. Il faut imaginer quelque chose d'assez conséquent. Et en fait, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est qu'ils ont lancé dans cet événement-là une démarche assez inclusive. C'est-à-dire que tous les petits producteurs qui étaient un peu laissés de côté, etc., ils ont souhaité les inviter sur cet événement-là. Donc, en ce sens-là, ça m'a paru intéressant. Encore un petit sondage. Si vous deviez recommander une activité hors restauration, mais liée à la cuisine, en Martinique, quelle serait-elle? Ok, des cours de cuisine. Ah ben dis donc. Les associations, ah ben bonjour les guides routards. Hein. Alors, ça va là aussi vous surprendre, mais du coup j'ai fait ma petite recherche. Et je vous confirme qu'on a quand même une pluralité d'activités. Donc, si vous voulez avoir des boutiques gourmandes, en Martinique, il y en a. Il y en a une à l'hôtel Simon, il y en a à l'aéroport, il y en a. Si vous voulez manger de la nourriture de rue, de la street food, il y en a. Alors, c'est pas glamourisé comme on le voit ailleurs, mais si vous voulez acheter un truc dans une roulotte, du poulet boucané, pour cet esprit, ça se fait. Si vous voulez visiter des sites de production agricole ou industrielle, c'est également possible. Si vous voulez visiter une ferme, il y a un label local, national, mais avec une résonance locale, bienvenue à la ferme, c'est également possible. Musée du Rhum, c'est possible. Les marchés, vous en avez à Fort-de-France, vous en avez dans chaque ville, etc. Si vous avez, plutôt dans les activités d'apprentissage, vous avez les ateliers, les cours que vous pouvez, on en a également. Si vous voulez cuisiner avec un résident, c'est totalement possible, les entreprises le proposent. Si vous voulez cuisiner avec un chef, c'est également possible. Si vous voulez tirer la Seine, faire de la cueillette, bon, peut-être pas de la cueillette, mais en tout cas de la pêche, etc., c'est aussi possible. On a une route thématique autour du Rhum. Par contre, on n'a pas de circuit autonome. Donc ça pêche. Mais vous voyez bien que finalement, il y a plein de choses, il y a un panel d'activités qui sont possibles. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, ce ne serait pas étonnant, mais mettez-vous maintenant à la place du touriste, en fait. Ça veut dire qu'il y a plein de choses, comme on l'a vu là. Le calendrier, il est rempli. Les activités, il y en a aussi. Mais en fait, on a clairement un problème de lisibilité. On ne sait pas qui fait quoi, où et vers qui diriger quoi. Du coup, en anticipation, c'est-à-dire en amont du voyage, est-ce qu'il faut taper dans Google activités gastronomiques à faire en Martinique? Il y en aura peut-être 1 à 5 qui vont sortir. Sur place, pour visiter par exemple, je ne sais pas moi, une ferme, vers qui il faut se tourner? Est-ce qu'il faut aller à l'office de tourisme? Le touriste est un peu perdu. L'expérience à proprement parler, bon, ça c'est fait. Mais surtout, il y a une phase qu'on oublie, c'est-à-dire qu'une fois que le touriste est reparti, comment on fait pour le transformer finalement en ambassadeur? Il a goûté le truc local, la cuisine locale, il a apprécié. Comment on fait pour que finalement lui-même diffuse cette information-là? Alors, clairement, il diffuse l'information quand elle est négative, hein, sur TripAdvisor. Mais ce qu'on veut, c'est que il la diffuse surtout quand elle est positive. Donc, clairement, on a un parcours d'achat qui est parfois un peu défaillant. Madame, messieurs, préféré. On a vu tout ce qui se passait localement. Vous avez vu, on a des agendas, etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment la Martinique se fait connaître à l'étranger, du point de vue de la cuisine. Alors, c'est une promotion qui est essentiellement portée par les institutions et qui prend des formes variées, participation à des salons, voyage de presse. Il faut savoir que 30%, en tout cas le CMT estime que 30% de ces actions presse ont un volet gastronomique. Donc, ils font venir des touristes, des journalistes en Martinique, ils envoient des communiqués, des dossiers de presse, etc. On a de la production de contenu, puisqu'ils diffusent des vidéos sur Facebook. Ils réservent des encarts publicitaires. Donc, clairement, il y a des choses qui sont faites. Et clairement, c'est essentiellement porté par des institutions. Vous ne voyez pas. Eh bien, écoutez, tant pis. Mais ce qu'on constate, c'est que d'autres canaux existent, mais qui sont relativement limités. C'est-à-dire que, déjà, on n'a pas de chef star ou vedette. Donc, ça veut dire que leur médiatisation au niveau, en dehors de nos frontières, elle est très limitée. La deuxième chose, c'est qu'en termes, on peut aussi se faire connaître grâce aux produits. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un produit dans
dans un supermarché, etc., admettons que ce soit du soja, et vous vous dites, ouh, le soja, ça m'intéresse, la cuisine asiatique, etc., etc. Sauf que dans le cas de la Martinique, hormis le rhum et les produits dérivés, nos produits ne sont distribués que dans des canaux de distribution très étroits, en fait. Donc, c'est clairement pas avec les produits qu'on se fait connaître. Et la dernière chose, on peut également se faire connaître à travers les établissements de restauration, c'est-à-dire que vous allez dans un restaurant martiniquais, peu importe le lieu, et vous vous dites, ouh, la cuisine martiniquaise, c'est vraiment mon truc, je vais réserver mon voyage. Le souci, c'est que on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas quels plats sont servis. En général, ce sont des plats essentiellement typiques. Et si vous prenez l'exemple de Paris, par exemple, le nombre de restaurants antillais dans la capitale est en chute libre. Donc, en fait, il y a de moins en moins de restaurants qui servent de cuisine antillaise, je ne parle même pas de cuisine spécifiquement martiniquaise, en chute libre. Donc, on ne peut même pas compter sur ces leviers-là, finalement, pour nous faire connaître. Il est en chute libre, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chiffres de la mairie de Paris. Ah, ok. C'est original, ça. Ok. Et du coup, il y a un point aussi qui me paraît important, c'est de voir le positionnement. Le positionnement, c'est comment on veut se faire connaître, comment on veut être perçu. D'ailleurs, l'image, c'est comment finalement on est effectivement perçu. Du coup, je vais vous demander de me dire, j'ai mis des phrases, en fait, et je vais vous demander de me dire lesquelles de ces... Ah non, ça va passer, parce que c'est tout décalé. Lesquelles de ces phrases concernent la Martinique? Mais en fait, non, vous allez reconnaître parce que c'est tout décalé. Dommage, mon jeu vient essentiellement de tomber à l'eau. Alors, amateur, mais de toute façon, vous allez comprendre tout de suite, amateur de saveurs exotiques, pour vous... Alors, attendez, je vais voir s'il n'y a pas la version complète. Voilà. Amateur de saveurs exotiques, pour vous accueillir, Bastère saura se faire tout sucre avec vous au matin, profiter des douceurs des îles de Guadeloupe en craquant pour des confitures mixant des saveurs fondantes, légères et colorées, préparées avec nos fruits tropicaux locaux comme les goyaves, la coco, ou la maracuja. Vous voyez bien qu'on a un lexique qui est celui des saveurs, des douceurs, du métissage, etc. Si je vous montre une autre phrase non barrée, hop. Saint-Martin, c'est mettre les papilles en quoi? Ah oui, en effervescence. Sa gastronomie métissée qui demeure un fleuron de Saint-Martin de mélange subtil de saveurs alliant innovation et tradition. On est clairement dans le même registre. C'est-à-dire que si je ne vous dis pas que c'est la Martinique, vous ne le saurez pas. Hein. Bon, là, le test a échoué, mais croyez-moi, vous ne le saurez pas. Et la dernière chose, du coup, voilà le texte de la Martinique. Donc ça, ce sont des textes qui sont sur les sites officiels des destinations. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Je vais sur le site de la destination et je vais voir comment on se présente. Et donc là, colorée, authentique et pétillante, on dirait moins. La cuisine de la Martinique est le reflet du caractère généreux et enjoué de ses habitants. Elle est aussi l'expression savoureuse d'une histoire et d'un savoir-faire hérité d'hommes venus d'Afrique, d'Europe et des Indes. Ça va fatiguer. Clairement, on est sur les 3 territoires, on est sur le même registre. Et si vous mettez à côté de ça la Réunion, la Guyane, quand vous comparez, en fait, on ne se distingue pas. Dans ce qu'on émet comme message, on ne se distingue pas. Et du coup, je me suis dit, OK, on émet ces messages-là, mais je vais voir comment on est perçu. Et donc, il y a un sondage qui a été fait par le ministère de l'Outre-mer qui voulait savoir comment les Français de l'Hexagone percevaient les différents territoires d'Outre-mer. Et il ressort que les 3 territoires qui ont la meilleure notoriété sont la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Honnêtement, la Guyane, leur perception des choses est tellement mauvaise que voilà. Le souci, c'est qu'on est essentiellement lié à une vision très paysagère, très environnementale. Ce qui ressort, c'est le soleil, la plage, le sable, ce qu'on a évidemment. Mais ça veut dire que malgré tous les efforts qui sont entrepris en ce sens, on est encore d'une certaine façon réduit à nos atouts naturels. Le rhum est spontanément cité après l'environnement, et c'est normal, c'est aussi l'œuvre d'un travail politique, médiatique qui est mené. On a une vision, on a demandé également aux Français, du coup, comment ils voyaient, quels étaient les produits symboliques, finalement, des cuisines de ces territoires. En fait, il y a 3 trucs qui ressortent. La noix de coco, la banane et l'ananas Victoria. En fait, pour eux, c'est ça qui résume finalement la gastronomie antillaise. Donc, Martinique et Guadeloupe comprises. On a une imagerie qui est encore très traditionnelle. Et quand vous lisez les guides touristiques, leur vision de la gastronomie, c'est une vision qui est
bon, traditionnelle, ça c'est sûr, mais qui est aussi très, j'allais dire très basique, très rustique. On n'est pas dans une cuisine esthétisée. Allez-y. L'ananas, le coco, etc. Est-ce que la question était orientée, quels sont les fruits et légumes que vous connaissez, ou la question était orientée sur les plats? J'aurais pensé effectivement, on parler d'arabe ou d'un... Non, alors déjà dans les plats qu'ils connaissaient, c'était colombo de poulet, donc rien à voir, pas du tout les acras, ils étaient de côté. Et la question c'était, alors je ne me souviens plus exactement, c'était quels sont les fruits qui sont liés, je crois, à ces territoires-là. C'était quelque chose comme ça, et c'était ceux qui ressortaient. Et il y a même un guide touristique qui a écrit que la cuisine, alors on est passé d'une cuisine épicée en Martinique à une cuisine musclée, c'est-à-dire en gros c'est une cuisine qui vous donne des claques en fait. Enfin, bref. Donc clairement la perception de la gastronomie de l'île, elle n'est pas en notre faveur pour le moment. L'un des points, donc on a passé en revue pas mal de choses, l'un des points à mon avis, là où le bas blesse, c'est clairement la gestion interne. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes sont mobilisées. Vous avez à la fois des institutions, comité de tourisme, office de tourisme, agglomération, comité d'agglomération, chambre consulaire. Vous avez tout ce qui est producteur, donc les agriculteurs, mais aussi tout ce qui est métier de bouche, les charcutiers, les bouchers, etc. Vous avez évidemment les romiers aussi. Vous avez les professionnels du tourisme, donc les guides, les hôteliers, les restaurateurs, etc. Vous avez tout ce qui relève de la formation. Vous avez donc la société civile. Vous avez les associations. Clairement, pour mettre tout ce beau monde autour de la table et définir une ligne de conduite et des modalités, c'est un dîner de famille à Noël. Hein. Ça part dans tous les sens. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chef de file. Il n'y a pas de chef de file nommé. Chacun fait un peu ça de son côté. Et du coup, ça manque un peu d'organisation. C'est pas anarchique, mais ça manque un peu d'organisation. Et ce qu'on constate, enfin, au Canada, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni tout ce beau monde autour d'une table. Ça devait être une très grande table. Et ils ont édité un manifeste sur lequel tous les professionnels se sont mis d'accord sur ce qu'était la cuisine canadienne, en tout cas c'était à Montréal, donc ce qu'était la cuisine montréalaise et dans quel sens ils voulaient aller. Aujourd'hui, on est incapable de dire où la Martinique veut aller en matière de gastronomie. Est-ce qu'on est plutôt sur une logique d'excellence, c'est-à-dire qu'il faut former des chefs qui demain seront peut-être étoilés? Est-ce qu'on est sur une logique qui privilégie les niches, donc peut-être un agrotourisme ou autre? On ne sait absolument pas. Et ça, clairement, ça pêche. Est-ce que tout vous paraît clair jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes endormi ou pas? Criez mon nom. Je vous embête. En résumé, on a clairement, il faut arrêter avec ce discours du potentiel. Pour être une destination culinaire, ça ne relève pas de l'affirmation. On reste pas là et on se dit on est une destination culinaire. Ça nécessite des efforts, ça nécessite une stratégie, etc. Et pour autant, on peut être beaucoup dans l'ego et dire oui, on est une destination culinaire, etc. Mais le répéter ne change pas la réalité. La deuxième chose, c'est qu'on a un positionnement qui est très peu singulier. Là, on a pas mal d'acteurs impliqués qui peinent à se fédérer. Je n'ai pas abordé le sujet plus en détail, mais clairement, on a un problème avec les talents individuels et collectifs en Martinique. C'est-à-dire, je ne sais pas si aujourd'hui, on prépare réellement la future génération de chefs, par exemple. On a des actions promotionnelles qui sont menées, mais qui semblent manquer d'impact. Et finalement, on a peu d'intégration entre la gastronomie et le tourisme. Pour avoir un effet multipliant sur ce lien entre gastronomie et tourisme, voilà mes pistes. Elles ne sont pas exhaustives, mais j'ai envie de vous dire, elles ont le mérite d'exister. C'est déjà pas mal. Le premier, c'est continuer les travaux sur la connaissance de la gastronomie. Il faut la formaliser. Il faut qu'elle soit étudiée à l'école. Aujourd'hui, si par exemple vous passez dans les écoles de cuisine, dans l'Hexagone par exemple, c'est un chef qui me racontait ça. Vous savez, il y a une épreuve sur la gastronomie et les cuisines régionales. Et bien, il y a très rarement les cuisines telles que la Martinique et la Guadeloupe. On a même dit à un chef guadeloupéen que je connais, de toute façon, en Martinique et en Guadeloupe, vous n'avez pas de dessert. Parce que pour les gens, les desserts, c'est la salade de fruits et puis basta. Donc, il faut continuer à approfondir la connaissance. La deuxième chose, c'est de mieux répertorier et de diffuser les activités en lien avec la gastronomie. On a vu qu'elles existent, mais il faut tout centraliser, en fait, pour donner de la lisibilité à tout ça.
évaluer plus finement l'offre de restauration, mieux détecter et valoriser les talents individuels et collectifs, donc clairement faire émerger des ambassadeurs, des chefs, les chefs d'aujourd'hui et de demain, qui vont permettre à la destination aussi de rayonner. L'accompagnement des porteurs de projets, qui est toujours un sujet, parce que je pense qu'il y a pas mal d'idées, mais il y a pas mal d'idées malheureusement mortes-nées. Fédérer l'écosystème, je pense que ça c'est le plus difficile. L'institution qui est la plus à même de faire ça, aujourd'hui, je pense que c'est le Comité Martinique du Tourisme, parce qu'ils ont la légitimité. Si c'est une entreprise qui le fait, ça peut être compliqué. Cela dit, on constate quand même que du côté du Rhum, par exemple, ils ont réussi à créer une forme d'harmonie, si je puis dire, pour défendre leurs intérêts. Il faut étudier, il faut concevoir des produits touristiques. Il ne s'agit pas juste d'avoir des activités comme ça, disséminées ça et là. Il faut pouvoir les commercialiser auprès des tour opérateurs, auprès des agences réceptives, etc. Renforcer aussi les démarches qualitatives, plus de maîtres restaurateurs, plus de labels faits maison, etc. Accompagner les acteurs de la gourmandise dans la mise en tourisme, c'est-à-dire comment ils se font connaître, est-ce qu'ils ont un site web, est-ce que leurs horaires sont mis à disposition. Aujourd'hui, quand vous cherchez à visiter une exploitation, vous ne savez même pas si elle est ouverte ou fermée parfois. Et puis prendre en compte aussi les goûts des touristes, les pratiques culinaires changent, et il faudrait les prendre en compte. Alors, pour terminer, et après ça, promis, on arrête, je vous ai mis quelques exemples qui me paraissent intéressants. Donc, le Food Passport, en fait, c'est quoi? Donc, c'est une entreprise qui a créé ça. Vous arrivez dans une ville, que ce soit Paris ou Lyon, par exemple, et vous remettez au touriste une espèce de petite box avec un passeport où il pourra trouver à la fois avec des produits artisanaux, il pourra trouver une carte avec différents spots où il peut s'arrêter, des informations et des anecdotes. Donc, monsieur Untel, c'est lui qui a lancé sa confiserie à l'époque, ou j'en sais rien. Et puis, des recommandations sur demande. Donc, ça c'est un exemple de produit culinaire qui a été créé spécifiquement pour les touristes. Je vous ai pris un deuxième exemple, du coup. C'est au Canada, la route de l'érable. Donc, vous le savez, l'érable, le Canada. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une espèce d'itinéraire qui passe dans 17 régions touristiques et qui permet aux touristes de faire des arrêts chez des producteurs, des restaurateurs, des artisans qui s'engagent à intégrer l'érable dans leur production et qui s'engagent autour d'une charte d'originalité, de créativité et de savoir-faire. Donc clairement, c'est un produit emblématique du territoire qui est mis à disposition des voyageurs. Et je vous ai, pour terminer, je vous ai créé deux idées d'itinéraire pour vous montrer que c'est possible en Martinique. C'est pas moi qui vais faire ça parce que c'est pas mon rôle. Mais partons sur l'idée d'une promenade sucrée, donc autour des plaisirs sucrés en Martinique. J'ai mis votre humble serviteur, ben c'est moi. La pâtisserie Surena, c'est la pâtisserie la plus ancienne de Martinique, donc clairement ça peut être un point de départ. Il y a tout un storytelling qu'on peut raconter autour de ça. Ensuite, on peut s'arrêter au Lèche d'Oie, donc au Terre Saint-Ville, qui est aussi une pâtisserie très ancienne, ce qui peut contribuer à aussi redorer l'image parfois d'un quartier ou à le revaloriser. Design pastry, donc là on est sur une cuisine beaucoup plus contemporaine. Je crois qu'ils sont au centre Périnon, donc ça peut permettre de voir autre chose. Un arrêt au marché, parce que là je me suis dit qu'ils peuvent trouver des confiseries, des tamarins sucrés, etc. Le food market, parce que c'est une boutique gourmande, donc pourquoi pas. Charles et Albert, on est là aussi sur une pâtisserie française. Et puis la pâtisserie de Cluny, parce que sinon, bon, il faut bien les emmener un peu à cher. Mais vous voyez, on est sur un itinéraire thématique, sur une logique de plaisir sucré. Et en Martinique, on est en mesure, finalement, on a la matière brute. Mais il faut la mettre, il faut la scénariser, en fait, d'une certaine façon. Je vous ai fait un deuxième exemple. Cette fois sur la thématique du miel. Je me suis dit que le rhum, c'était un peu facile quand même. Donc, il faut savoir qu'en Martinique, on a plus d'une centaine d'apiculteurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, et que ces apiculteurs-là, certains ont été récompensés au plus haut niveau par le concours général agricole. Certains ont gagné les médailles d'or au concours général agricole. Et donc, je me suis dit qu'un circuit pouvait passer du nord au sud pour les valoriser. La miellerie Maniba, donc là, premier arrêt où ils peuvent découvrir le miel, l'histoire de la ruche, etc. Le miel de Saint-Sacrement, puisque peut-être que vous ne le saviez pas, mais en Martinique, on récolte du miel sur les flancs de la montagne Pelée, ou enfin au pied de la montagne Pelée. Donc clairement, il y a un côté, c'est sympa, c'est au pied du volcan, etc. Donc
il y a matière pour le touriste. La Mielerie Saint-Ange à Rivière-Salée, où on peut faire à la fois de la cire d'abeille, des bougies, de la gelée royale. Donc, on est sur les produits dérivés du miel. La mangrove, puisque, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais en tout cas, il y a un moment où la Martinique commercialisait du miel de mangrove, donc sur les palétuviers. Un restaurateur, parce qu'il faut bien que le touriste se nourrisse. Clairement, ce ne sera pas à Basse-Pointe. Il faut bien qu'il se nourrisse. Et évidemment, on peut avoir un menu qui intègre le miel. Et puis, Parfum des îles aux Trois-Îlets. Donc, clairement, on n'est pas sur la gastronomie, mais eux, ils font des savons au miel. Et donc, clairement, ça peut s'intégrer dans un parcours. Est-ce que ça vous semble clair? Super. Eh bien, tant mieux, parce que je n'ai plus rien à dire. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Si ça vous a plu, tant mieux. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout vous a paru clair? Écoutez, je m'embrasse moi-même et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, vous avez, entre guillemets, la chance, le privilège, d'être écouté également par les étudiants du lycée de Bellefontaine, lycée hôtelier. Et la question est, peut-on vous solliciter pour une intervention au lycée? Ah oui, bien sûr. En plus, il y a des restaurants à Bellefontaine, donc avec plaisir. En plus, avec plaisir. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, en profite, on fait la promotion pour tous. Il y a des restaurants au lycée où on déjeune ou on dîne aussi très bien. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Ose Martinique, le futur s'entreprend aujourd'hui.